Lino Calbo. Yes, enchanté. Enchanté. C'est important pour moi d'être là avec vous parce que, en vrai, je voulais vous dire un truc, c'est que vous m'avez donné de la force. Quand personne me donnait de la force, en 1997, j'étais animateur sur Fréquence Paris Pluriel et vous étiez venu rapper avec Rockin' Squat, les 2 balles. Et vous, c'est un freestyle qu'on trouve maintenant sur Internet. Je dis des gens qui me l'ont ressorti. Ouais. Et j'ai réalisé que ça faisait 25 ans. Et voilà, c'est un petit message pour dire que le rap n'a pas commencé en 2010 et qu'il s'est passé des petites choses avant. Et même avant. Hein, Et même avant. et même avant. Ouais. Et que moi, quand je vois des gens qui disent arsenic à l'ancienne et que je me suis replongé dans les albums, dans la musique, les rimes sont toujours aussi techniques, pas Ouais. très égalées. Même si on prend les toutes premières mesures de Baltrap, de Makakalaka, c'est quoi? Trois macaques à takalaka. 3 macaques à Takalaka, je dis ça parce que vous êtes 2. Deux macaques à takalaka. Non, Big Up TNT, bon, c'est séparé avant, mais il est toujours là. C'est les un coup. Quand on prend cette histoire-là qui est la vôtre, on pense à cette phrase de Biggie, t'aurais jamais pensé que le hip-hop aille aussi loin. Est-ce que vous, quand vous avez démarré, à l'époque justement de Baltrap, première compilation, avec DJ Desh, est-ce que vous pensiez que ça puisse aller jusque-là ou pas du tout? Non, jamais, parce que nous, on est de la génération des rappeurs de MJC et des mecs du hip-hop. Donc, on n'avait pas la vision. On était juste dans la tête dans le guidon, c'était hip-hop, hip-hop, hip-op. C'était, et il n'y avait pas que le rap. Tu vois, il y avait la danse, le graphe. Et après, il fallait que tu choisisses ton camp. Soit tu étais danseur, soit tu étais graffeur, soit tu étais tagueur. Ou les Tu trois. vois, ou les trois, mais bon, tu choisis ton truc. Moi, j'étais mauvais danseur. Enfin, pas si mauvais en vrai. J'ai des vidéos, c'est franchement bien. Non, je faisais un tour de coupole, c'est tout. Tagueur, oui, on taguait un peu, graphe un peu moins, mais le rap, c'était vraiment le truc où on excellait, donc on a fait ça, quoi. Aujourd'hui, c'est la culture dominante. Vous avez dit un mot, on dirait que c'est un gros mot maintenant, c'est le mot hip-hop. Ouais. Parce que même les mecs qui viennent de cette culture maintenant disent culture populaire. Expliquez à l'auditoire qui est là ce que ça veut dire le hip-hop, c'est quoi les valeurs, ce que ça représente pour vous. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a changé ma vie, je serais pas là en face de vous sans ça. Mais c'est ce que je viens de te dire. Après, Ouais. c'est des disciplines à la base, Mais le ouais. hip-hop. À la base, c'est des disciplines. Ça a été créé dans le Bronx, dans des temps anciens, dans l'Égypte ancienne. On dit Cool Herc, après on dit non, c'est pas lui. Il y avait une meuf qui a ramené ça. Bon, ça c'est encore flou. Mais voilà, c'est un truc qui est vraiment ancien, très très ancien. C'est-à-dire ça dans les années 70, en vérité. 73, Exactement. faites les 50 ans là. Ouais, donc non, c'est des disciplines à la base. Le hip-hop, c'est des disciplines. Mais en fait, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, en vérité. Donc, j'ai du mal à le dire, mais ça n'a plus lieu d'être, en fait. Et c'est peut-être ça le problème, en fait, tu vois. Pourquoi est-ce que ça n'a plus lieu d'être? Parce que les époques changent, tu vois. À l'époque du hip-hop, c'était vraiment l'unité, on parlait d'unité. Il n'y avait pas une vision à long terme du truc, tu vois. Il n'y avait pas d'exemple vraiment de grosse réussite. Mais voilà, pourquoi ça change? Parce que chaque époque change, tu vois. Et donc là, on vit une époque où on est un peu plus, entre guillemets, nombriliste. Il y a tout ce qui est Internet, tout ce qui est machin. Et donc, et puis ils ont la vision de ce qui a été fait avant. Peut-être on n'en parle pas assez, justement, pour l'histoire du hip-hop. La jeunesse d'aujourd'hui, peut-être connaît pas assez cette histoire, mais ils ont des exemples de réussite qui font qu'aujourd'hui, c'est différent. Et l'époque qu'on vit aujourd'hui, on vit un peu comme dans notre époque. Et à l'époque du hip-hop, c'était ça, on était très unité, famille. Mais ça manque de sans calcul. transmission. On manque de transmission. On ne transmet pas. Je dirais même peut-être, c'est peut-être un problème franco-français, peut-être. Parce qu'en France, on transmet moins. Aux États-Unis, c'est moins ça. Les anciens, ils ont encore, tu vois, ils tiennent encore un peu le pavé. Un Jay-Z, il est encore là, tu vois. Enfin, même au-delà de faire des albums, tout ça, mais il est installé, il fait son truc. On dit Jay-Z, c'est Jay-Z. Même un mec comme quand un mec comme Snoop, quand il arrive, il reprend du Slick Rick, tu vois. Et il reprend tu vois, des anciens, et tu vois, il perpétue la tradition. Et c'est peut-être ce qui nous manque en France. Aujourd'hui, on a vu cette conversation il y a très longtemps pour un magazine qui s'appelle Radical. Vous aviez posé avec un crocodile. Oula, ah ouais. On va parler de cette couverture. Ouais. Parce que c'est marrant d'être encore avec un crocodile ici. On se disait, dans le rock, un jeune
peut écouter Bob Dylan, peut écouter les Stones, il peut aller voir un concert de Bruce Springsteen qui sort encore des albums. Est-ce que dans le rap, on arrive à ce niveau-là? Parce que moi, je vois également dans les communautés de clics et dans les gens qui sont là, qui ont répondu présent, des gens plus jeunes qui écoutent Arsenic, pour qui le premier album, c'est un classique indémodable, qui écoutent encore Opéra Puccino, qui sont dans les classiques de cette époque. Oui, mais c'est pas une généralité. Et c'est là où c'est problématique. On en est encore. C'est vrai qu'on a le meilleur public chez Click. Ouais, merci. Ouais, bah c'est là, voilà, on est entre gens bien, on sait tout ça. Mais en général, ça fonctionne pas comme ça. Le problème du rap, c'est même là, on parle d'anciens groupes, mais le problème du rap, c'est que les mecs, ils effacent même ce qui a existé il y a 3 ans, quoi. Et c'est ça la problématique qu'on a dans le rap. Sauf que dans le rock, ils sacralisent les anciens. Ça veut dire que c'est des... Tu vois, c'est des demi-dieux pour eux, les anciens. Quand tu parles de Dylan, tu vas parler des Stones. Les Stones, ils ont 80 piges, ils jouent encore, les mecs. Moi, je pense aussi qu'on a un travail à faire, nous aussi, entre guillemets, les anciens, de justement être toujours... de balancer des actus pour que justement ces jeunes prennent le truc dans leur vol, quoi. C'est-à-dire qu'être toujours là sur le terrain, pas besoin de chercher, parce que nous, quand on fait de la musique, on ne cherche pas justement depuis le début à plaire à un public, mais en même temps, voilà. Et donc justement, le pourquoi du comment, on va encore enchaîner des albums, des tournées, tout ça. Ouais, mais après c'est pas tant ça, parce que je suis obligé de t'arrêter sur ce coup-là, parce que c'est pas... Ah, je te jure. Mais parce que, en fait, si t'es jeune et que t'écoutes de la musique, il y a le passionné et le mec qui s'en branle, tu vois. Si moi j'écoute du rap et je suis passionné de rap, je connais ce que c'est fait avant. Si je suis passionné de football, je sais qui est Maradona. Si j'arrive, je suis passionné de football, je te dis je connais pas Maradona. Limite, c'est pas clair. Et c'est pareil, si je suis passionné de boxe, je connais même Tyson, même Joey Louis. Je te dis, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le truc. C'est une question de passion. Et le hip-hop, c'est un truc de passionné à la base. Ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un truc plus mercantile que de passionné. Je pense que la problématique, elle vient de là plutôt. Est-ce qu'il s'est embourgeoisé dans le sens où les bourgeois s'en sont emparés? Je reprends Sex C'est Pouvoir... gentrifié. Gentrifié, Sex, Pouvoir et Bifton, il y avait le sample du syndicat du crime de John Woo, où tu dis, tu sais ce que je vais être un putain de bourgeois. Ouais. Et maintenant, on a l'impression que les bourgeois, c'est eux. Oui, ouais. C'est eux qui donnent le là dans le rap. Ouais, il y a un côté comme ça, mais moi je pense que ça c'est autre chose. Ça c'est parce que c'est un problème de mainmise des gens du hip-hop sur leur culture. Je pense qu'on ne contrôle pas assez notre culture. C'est pour ça qu'elle est un peu dispatchée et que justement, la gentrification fonctionne mieux parce qu'on ne la contrôle pas en fait. Est-ce que vous, on voit par exemple dans les derniers solos, tu rendais hommage à Run DMC. Vous, l'histoire avec Lacoste, elle est claire. C'est-à-dire que, pour moi, vous avez fait exploser Lacoste. Vous étiez les représentants de cette marque. Il aura fallu combien de temps? 20 ans? 30 ans? Oui, mais on était représentants de la marque malgré nous à l'époque, parce qu'on était juste des kiffeurs. Et on était des gamins, on avait 20 piges, on mettait Lacoste. Dans le quartier, c'était un délire entre nous. C'est-à-dire c'était l'émulation entre potes de quartier, c'est celui qui en aura le plus. Comment il est parti le délire en fait? Parce que revenons années 90, Villiers-le-Bel en plus, même comme pour je vois ce que tu veux dire, mais comme pour la musique, on n'a jamais fait des trucs en calculant, nous. Ouais. Et pour en venir à ce que tu voulais dire, j'ai anticipé sur ta question. Je suis pas sûr. Vas-y, alors finis ta question. J'ai un esprit tordu. Finis ta question. Comment ils s'habillaient les grands chez vous? C'était quoi les modèles? C'était quoi les looks? Mais il y avait effectivement, il y avait. Tu l'avais pas anticipé? Non, il y avait. Non. Il y avait un peu de code. En fait, il y avait tout. C'est ça, la différence. Nous, quand on est arrivé, souviens-toi, les gars me portaient même des bottes, les gars qui dansaient. Ouais, il y avait. En fait, des bottes de cow-boy là. Ouais, les trucs look de funk, quoi. Voilà, les gars du funk. Mandrill. Mais tu sais que ça a toujours été comme ça, de toute façon. Je pense que pourquoi on est là, en vérité, faut être honnête, c'est parce qu'on a exagéré la chose. On a vraiment exagéré la chose. C'est-à-dire que, normalement, quand tu es un artiste ou un mec dans la rue, tu mets tout. Nous, la différence, c'est qu'on mettait exclusivement cette marque.
C'était une exagération qu'on avait entre nous. Et Alors, est-ce que vous savez comment il est parti le délire? Comment il est non, parti? c'était entre nous. La C'est compète. vraiment au quartier. Vraiment, c'était D'accord. vraiment au quartier. Après, si tu veux, si on peut C'est-à-dire vraiment au situer, quartier. C'est-à-dire qu'on kiffait ça, on kiffait la marque Lacoste et on dit, allez, on met que ça. Parce qu'à l'époque, il faut rappeler, un survêtement Lacoste, c'était 1000 francs. Bon, À peu près. on faisait des petits trucs. non, mais si tu On veux, faisait des choses. tout à l'heure, tu as rappelé le morceau Baltrap, le premier, qui était sorti en 95, je crois, ou 94. Ouais. Et déjà, sur la photo, on était tout en Lacoste. Le kiff, c'était le survêt Roland Garros. Ouais, donc on était Si toujours... t'avais le Roland Garros, C'était bon. il fallait avoir le dernier, il fallait pas avoir celui de l'année dernière. Et c'est vrai que C'était Agassi qui avait gagné, il fallait que ça soit Chang ou je sais pas. Il fallait le Roland Garros. Et ouais, c'était Roland Garros qu'on Ouais, avait. on avait les Roland Garros en 94, sur et depuis toujours, on a toujours mis cette marque. Et vous étiez dans le tennis ou pas? Non, c'est lui À le l'époque, tennis. non, j'étais dans le foot, mais j'aimais le tennis. Et aujourd'hui, je suis encore plus dans le tennis. Moi, je suis dans le ping-pong. C'était qui pour vous à l'époque les personnes les plus stylées? C'était quoi les looks qui vous impressionnaient le plus? Ça C'est ça. C'est ce que nous, on faisait. C'est ça qui nous impressionnait. C'est pour ça qu'on le faisait. C'est ça qui nous impressionnait. Parce qu'en fait, en réalité, si tu veux, on n'était pas... après, c'est peut-être une histoire de quartier et tout. On n'était pas... tu sais, le hip-hop, c'était les marques américaines, tu vois. T'avais toutes les grosses marques, t'avais le baggy, les trucs. Mais nous, on n'était pas comme ça. Et dans notre secteur, c'était moins comme ça. T'avais même Garches Sarcelles, Villiers-le-Bel, c'était moins... on s'habillait pas trop dilaté. C'était plus près du corps, en fait. Ça, c'est vrai. On était plus près du corps. Et Lacoste tombait à pic. Et c'est pour ça qu'on a mis du Lacoste, et après on a exagéré. Et après, quand on est rentré dans la musique, là j'accélère un peu, quand on est rentré dans la musique, la volonté de pousser vraiment exclusivement Lacoste, parce qu'on aurait pu mettre d'autres marques aussi, mais la volonté de le faire, c'était d'avoir vraiment une identité française. C'était vraiment ça la base. C'était vraiment d'avoir une identité française pour se démarquer un peu de tout ce qui se faisait. Tout le monde était en quinri. On était fans de Wu-Tang, fans de tout Bootcamp, Bootcamp Click. Tous ces mecs-là, on était fans de ça, mais on voulait pas s'habiller comme eux. On voulait une identité propre. Ce que disait Passy à l'époque, la France au rap français. Ouais, C'était dans ce sens-là, quoi. Exactement. Nous, dans nos tenues, on était habillés en français. Mais nous, on l'a poussé dans les vêtements. Il y avait aussi ce mot qui vous définissait, c'était Lascar. Ouais. Vous avez posé ce mot. Le ministère Hammer l'avait fait aussi avec les Ratamu Lascar. Ouais. La transmission s'est faite ensuite à vous. Et vous avez posé cette identité. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui que quand on était dans le rap à cette époque-là, dans les quartiers, c'était pas forcément bien vu. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, mais un peu, tu sais, après tout ce... si aujourd'hui on peut tout expliquer, mais à l'époque, nous, tu l'expliquais pas. C'était ton style de vie, c'était comme ça. Et les quartiers étaient très sectaires, on était tous enfermés un peu dans nos blocs. C'est-à-dire, je me souviens même à cette époque, même monter à Paris, c'était un truc de fou. Quand tu allais prendre une crêpe à Montparnasse, on dirait que tu étais parti en Allemagne, tu vois. Montmartre. Et à Montmartre. C'était un voyage. Ouais, c'était un voyage. Le gars qui voyage revenait avec sa crêpe, c'était un pèlerinage. Comme le Hobbit. Tu voyageais. Il a C'était traversé. Frodon, quoi. Ça, merguez steak. Sur le match merguez. Ouais, c'était énorme. Et donc, ben ouais, donc... Ouais, mais quand tu dis, comme tu dis, même, ouais, c'est vrai que Lascar, c'était péjoratif. Ben, ça, c'est comme si tu disais racaille. Lascar, c'était racaille. On revendiquait ça sans. Oui, on le revendiquait parce qu'on était des petits cons aussi, il faut dire la vérité. Et le survêtement, est-ce que vous avez conscience que petit à petit, ça s'est propagé C'est devenu l'uniforme des exactement Lascar. en banlieue et après dans toute la France? C'est devenu un uniforme. Ouais. Ouais, mais c'est pratique. Ouais, c'est comme Pour courir. T'en as besoin. Tu dis comme les supporters de foot portent le maillot de leur équipe préférée. Nous, avoir abusé du Lacoste dans nos albums, tout ça, on fait que nos supporters portaient du Lacoste. Il y a un mot, là je me suis replongé dans la discographie. Pour moi, le mot qui définit Arsenic, c'est la liberté. Ouais. Depuis le début, vous avez rappé la liberté. Dans le sens, je fais artistiquement ce que j'ai envie de faire, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est ce qui guide l'écriture de Lino, de Calbo depuis le début. Déjà, est-ce que vous validez ça? Bien sûr, hein. Bien sûr. Est-ce que cette liberté artistique fait sens quand on dit Arsenic prend le temps de faire
son 3e album? Il y a de ça et il y a oui et non. Après, il y a des impératifs il y a d'autres impératifs, mais effectivement, il y a de ça. Après, parce qu'on n'essaie pas, parce qu'on pourrait faire n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais on pourrait sortir des albums n'importe quand. C'est pas une problématique. En fait, il faut juste avoir ce qu'on a envie de faire. On n'a pas envie d'être dans un moule. C'est comme pour Lacoste, hein, ils ont pris le temps. Donc on prend ce temps. Ah, il rebondit sur le on truc. est une génération fort, justement une génération où on prend le temps de faire les choses arrivent au bon moment. Et peut-être que là, c'est un bon moment justement il faut accélérer. pour tourner le truc. C'est-à-dire ressortir un album d'Arsenic encore assis avec les Lacoste. Est-ce qu'il est fini couleur peut-être. Mais il est là déjà dans notre corps depuis longtemps. Mais dans notre corps, il ment, c'est un menteur. Non, c'est pas vrai. Non, bien sûr, on a de la matière. Et on pense le sortir, bien sûr, effectivement. parce que quand on écoute, enfin, Calbo m'a fait écouter des morceaux solo. Ouais. Ah bon? Ouais. Enfoiré, il se place. Mais t'as peut-être Il pas essaie écouté de se placer. le peut-être mec. pas écouté les morceaux d'Arsenic qui existent déjà J'ai- que personne n'a écouté. Voilà. T'as écouté cela? J'ai pas écouté cela, mais quand on écoute Lino sur l'album de Benjamin Epps, on sent que c'est un couplet d'un mec qui est chaud et qui écrit en ce moment. Oui, non. Non, mais on n'a jamais lâché. On écrit toujours, parce que tu vois, il y a le décalage entre. C'est vrai que moi je comprends, après le public c'est normal, ils disent mais comment ça, ils sont impatients et tout, c'est normal, tu vois. Après il y a le momentum, nous on est là et tu vois, il y a les gens. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on accélère parce que on n'est plus tout jeune, ça devient vieux là. Est-ce que vous êtes en compète l'un avec l'autre au micro? Non, je suis trop fort. Non, c'est même pas une compète. Mais déjà, c'est vrai. Et puis, moi, je pense plutôt c'est la différence qu'on a. C'est-à-dire, la voix de Lino, c'est pas la même que la mienne. Même la complicité sur scène, c'est une chose, c'est une complémentarité qu'on a, tu vois. Enfin, tu rigoles, il y a plein de mecs qui disent ah non, lui, j'aime. Il y a des mecs qui disent j'aime pas. Parce que moi, je crois que c'est plus lié à ma voix. Il y a des gens, ils bug sur ma voix, peut-être. Mais il y en aura toujours, ça, il y en aura toujours. Et non, des fois, il y a plein de mecs qui préfèrent sa manière de rapper que la mienne. Il y en aura toujours. C'est comme les boys band, des 5. Moi, j'aime lui, moi, j'aime lui, moi, j'aime lui. Ça existera toujours, tu peux rien. Il n'y a que 2 options. Ouais, il y a que On deux était options. trois au début. C'est quoi la rime de Lino qui te vient en tête? Ah, il est fort. Il y a une qui me vient en tête. Ouais. Là, tout de suite, là, il y en a trop. Tu sais, les gens qui ont plein de morceaux comme nous, c'est dur de sortir une rime de... Mais s'il y en a une qui me vient en tête, là, tout de suite, Il a le temps de réfléchir comme ça, tu peux. ah, il y en a trop. Là, j'en ai une. J'en ai trop. J'en ai une, moi. Les Calbo? Qui peut t'en faire du rap sans prendre position. Ah oui, ouais, c'est le classique. Même cette rime, elle est classique. Et je vous repose la question, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? On peut nuancer, maintenant. Ça dépend de la position. Ouais, quelle position tu vois. Non, on peut nuancer parce qu'en vérité... Mais en vrai, En vérité, quand on écrivait ça, on avait 20 piges, on était un peu plus radicaux, mais avec le recul, j'ai compris que tout artiste ne peut pas être revendicatif en réalité. Tu vois, il faut un bagage aussi, tu vois, il faut une application, il faut aussi être intéressé par ça. T'as des mecs, ils en ont rien à foutre, en vérité, il faut dire la vérité. Vulgairement parlant, t'en as, ils s'en foutent. Il veut juste... mais c'est pas grave. Doggy Style est un classique. Il revendique rien. Rien du tout. Première consultation de Doc Gynéco est un classique, il revendique rien. Mais il raconte des gens qu'on ne racontait pas à l'époque. Oui, mais il raconte juste sa vie, tu vois. Ouais. Donc il n'est pas dans un... Tu vois. Donc c'est nuancé. Maintenant, je nuancerai un peu. Je dirais... je dirais... Qui prétend faire du rap. Je dirais qui prétend faire du rap sans prendre position. Ouais. Mais non, mais ça fonctionne aussi. Au moins dans un morceau. Hein? Ouais, ou deux ou trois. Dire un truc. Un truc. Dis un que truc. Dis, ouais, c'est ça. Dis quelques trucs. Ouais. Ouais. C'est important. Tu dis le corona, je sais pas. Tu vois, un truc. Des trucs comme ça. Prends un petit... Ouais, tu on vois. n'est pas là-dedans, attention. Alors, on nous a suggéré un intervenant qu'on va accueillir. Il s'appelle Paco Garcia. Il est doctorant à l'Université Sorbonne Paris. Merde. Ouais. Et il est titulaire d'un contrat doctoral. Son travail de thèse porte sur la reconfiguration du segment urbain de
de l'industrie musicale en lien avec la numérisation de la filière phonographique entre nouvelles formes de valorisation et insertion dans l'économie créative. Et On on n'est pas accueille, concerné là, bah, Bah c'est quoi ouais. ce truc on C'est accueille quoi, Paco ça Garcia. Ouais. Alors, Paco Garcia, qui es-tu? Explique-moi tout. Ouais, c'est vrai que c'était assez interminable. C'est le problème de la recherche. On n'est pas forcément très lisible. Déjà par rapport à cette question de l'urbain, je sais pas si tu as dit qu'on n'est pas très concerné par rapport à Non, ça. je blaguais, mais, je blaguais. non, j'imagine. Mais en fait, en tant que chercheur, c'est un terme que je reprends parce que malheureusement, en tout cas, ça peut être un avis. C'est l'industrie qui a repris ce terme et qui en tout cas l'a imposé, en tout cas pendant un certain nombre Le d'années. terme urbain. Ouais. Oh, je Il a déteste ce imposé. terme. Ouais, pareil. Hein, si Ouais, je Tu dois- es bien pas. urbain. si je dois prendre Je position. sais pas ce que ça veut dire. Bah, Non, pour moi, bien ça sûr, veut bien dire sûr. Je comprends une pas le ville. terme. Ouais, non. Ouais, c'est- alors, je comprends pas le terme. Non, je suis bien d'accord. Mais je sais pourquoi ils le disent en fait. Ils, Enfin, le quand disent ils le disent pour ne pas dire Pour ne quoi. pas dire on autre sait. chose. Oui, voilà, j'ai bien compris ça. Ça moi. englobe- Enfin, c'est pour ça- ça que je dis que j'aime pas ce terme. Bien sûr. Parce que j'ai compris pourquoi ils l'utilisent. Bien sûr, bien Ça sûr. englobe beaucoup de choses. Vas-y, Bien sûr, c'est Paco. c'est un terme qu'on peut considérer comme hypocrite. En tout cas, c'est celui Très que hypocrite. l'industrie musicale, d'abord américaine au XXe siècle et ensuite française, a imposé, a utilisé par simplification ou en tout cas par stratégie, etc., etc. Et me concernant, je travaille en fait sur les conséquences, les tenants et les aboutissants en fait de la numérisation de l'industrie du rap et au fait qu'en fait c'est devenu la musique la plus consommée. Et je travaille aussi, et c'est aussi en grande partie pour ça que je suis là, sur les rapports avec ce qu'on appelle les industries créatives ou l'économie créative, et Alors, pourquoi on en dont arrive Lacoste à un peut faire moment partie, où par c'est exemple. la musique la plus consommée et c'est la musique la plus vidée de sa culture. C'est-à-dire qu'elle est dépolitisée, elle est désethnicisée, elle est délégitimisée. Ouais, c'est un peu le malheur de la mainstreamisation finalement. C'est compliqué de devenir dominant en termes de, comment dire, de devenir populaire sans être récupéré, disons-le, par le capitalisme finalement. Et Lino le disait tout à l'heure, le problème, je ne sais plus exactement comment tu le disais, mais le problème du hip-hop, c'est qu'il n'a pas ses institutions ou que ses acteurs, en tout cas, n'ont pas forcément su construire quelque chose et que finalement, je ne sais plus quel terme tu as utilisé encore une fois, mais l'industrie, les industries culturelles, les industries créatives et le capitalisme, pour le dire de façon très simplifiée, on a fait son beurre. Pour le Mais dire ce de que façon- Lino dit de manière très juste, c'est que c'est une spécificité française. On prend aux États-Unis, on prend des Russell Oui, Simons, c'est on différent. prend des Jay-Z, on prend des Dre. Ils répondent toujours à l'appel quand il y a un problème sociétal. On les entend Ouais. toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils financent des écoles, enfin, ils sont dans d'autres logiques en fait. C'est vrai. Après, ça, c'est les spécificités, enfin, c'est les différences qu'il y a entre la France et les Lino États-Unis. Oui, parce que là, tu as dit Jay-Z, Russell Simons, les mecs, c'est quand même des anciens. Et c'est vrai qu'en France, dans le mainstream, enfin, pas spécialement dans le mainstream, mais même dans tout ce qui est médias, c'est très très jeune, en fait. En vérité, c'est très très jeune. Donc, ces mecs-là, ils ont un bagage aussi, tu vois ce que je veux dire? Attention, donc il faut quand même des mecs qui ont un bagage et qui ont les épaules pour assurer ça. Quand Jay-Z, il va faire des trucs, des lois contre, tu vois, les mecs en prison, tu vois, il a fait des trucs avec Meek Mill, là, tu vois, pour les peines, un peu, je crois, c'est l'équivalent des peines planchées, un C'est peu ce que j'allais ici. dire, ouais, les peines planchées. Ouais, l'équivalent des peines planchées ici. Jay-Z, il s'implique là-dedans avec Meek Mill, mais parce que Jay-Z, c'est un ancien. Ok, tu vas pas Ouais. demander à un gamin qui vient de commencer la musique ou tout ça, qui est là, il fait son truc. Oui, mais en France, on avait, quand il y a un incident Boulevard Royal, on avait Stomy Bugsy qui allait prendre Oui, la parole. bien sûr. Bien Tu sûr, vois. mais après, il faut Il s'est contrôler quand le même passé média. d'autres choses assez graves en France depuis quand même. Bien sûr, mais il faut contrôler le média après. Sinon, Ouais. tu vois, tu es juste un mec qui arrive et qui dit un truc. Si tu contrôles pas le média, ça fonctionne pas. La différence en fait entre la France et les États-Unis, au-delà de la question de l'universalisme et qu'en France, en tout cas officiellement, on n'a pas le droit de parler de couleur de peau, etc., etc. La différence aux États-Unis, c'est que il y a ce qu'on appelle un black capitalism, il y a un entrepreneuriat des personnes, des racisés, etc., qui sont capables de créer leur propre économie et qui sont du coup solides sur leur appui, c'est là où je voulais en venir, alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué. C'est faux, parce que, encore une fois, si on monte l'histoire du rap, Secteur A l'a fait. Secteur A, à un moment, avait la puissance de frappe d'une grosse maison de disques. Ils se sont installés en banlieue. C'était à l'époque des zones prioritaires. Ils étaient avec des bureaux de major à Sarcelles. Et quand on allait à Sarcelles dans les bureaux de Secteur A, on avait autant de disques et de disques d'or et de platine que si on allait chez EMI. Major, Ouais, mais combien de secteurs ouais. Et pourquoi on les a arrêtés? C'est ça la question. que je Mais, vous pose. Ouais.
Combien de secteurs? Ouais. Donc Est-ce l'idéal, c'est qu'il y ait plusieurs secteurs. Parce que quand on prend le rap d'aujourd'hui, comment il fonctionne, c'était la vision de Kenzie dans les années 90. Exactement. Tout Il ce- le disait, et tu prends les interviews qu'il faisait, c'est pas, il avait même fait avec Delarue, même, je crois, ou les premiers trucs qu'il faisait avec Rapline, la première interview de Kenzie, c'est exactement ce qu'il disait, quoi. Pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce qu'il y a eu un plafond de verre? Est-ce qu'il y a eu des bâtons dans les roues? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'histoire naturelle, que ce soit secteur A ou même côté obscur, qu'il s'agisse de Kenzie ou d'Akhenaton, devraient être des patrons de major. Ouais. Ouais, mais des patrons de major, mais est-ce que c'est le but d'être patron de major? Déjà Ou alors déjà c'est de pour faire eux, sa déjà. propre De major? faire sa propre major, c'est ça que je Voilà. veux dire. Ah ouais, exactement. Un Le but, c'est de faire Kenzie sa propre aurait dû major. lever les fonds et les capitaux. Ouais. Il y a, on connaît les histoires. On connaît Justement, eux, l'histoire. ils la connaissent pas. Moi, je la connais. Il y a des impératifs qui sont liés aussi à nos modes de vie qui sont plus complexes que ça. Il faut pas le nier non plus. Faut pas le nier non plus. Parce que on peut sacraliser la culture de quartier, mais effectivement, on a énormément de talent dans les quartiers, mais il y a aussi ce qu'on appelle les tares du quartier. Et on était en plein dedans à l'époque. Vous avez été rattrapé par ça. Bien sûr. Bien C'était sûr. nouveau aussi, faut pas- faut dire la vérité. Bien sûr, mais Autant c'était nouveau pour mais nous, tu les sais, artistes, tu sais que pour eux, les mecs, les producteurs du quartier, c'était nouveau aussi pour eux. il tout faudrait qu'il y ait 70 000 Kenzie. ça. Ouais. Et c'est pas le cas, en vérité. Mais même dans les trucs mainstream, il n'y a pas de 70 000 Kenzie, en vérité. Dans les maisons de disques, il n'y a pas de 70 000 Kenzie. Donc il faut comprendre ça. Et Je souvent, pense quand que- t'es pionnier aussi, quand t'es le premier, souvent, tu casses un la boulot, porte et c'est tu un tombes. boulot. C'était, tu sais, quand on attaquait les forts, les premiers qui cassent la porte, ils se font tuer par les premiers. Et après, c'est Oui, ceux dans qui Game passent of derrière. Thrones, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Donc quand bien, tu ouais. casses la porte, souvent, tu tombes à un moment donné. Il y a eu aussi toute une campagne de presse pour Oui. dénigrer. Mais oui, parce qu'en fait, si on veut être honnête, ça n'arrangeait pas les majors en place de voir justement des mecs comme ça qui sortaient de quartier et qui arrivaient à avoir une économie énorme et qui pouvaient, en vérité, se Il n'y passer, avait pas besoin d'eux. se Ouais. passer des majors. C'était ça la problématique. Eux, ils le voyaient arriver. Ils disaient, ces mecs-là, ils peuvent se passer de nous. Et là, ça devient dangereux. Et là, tu deviens dangereux, vraiment dangereux. Mais Donc est-ce là, que finalement, il faut commencer à couper les têtes. est-ce que finalement, ce qui n'est pas arrivé de pire au rap, et je vous pose la question à tous les trois, c'est d'être aujourd'hui dans une époque où ils montrent en permanence patte blanche. Est-ce que le rap a besoin de montrer patte blanche? Est-ce qu'il a besoin d'être poli? Est-ce qu'il a besoin... Tu as raison. Tu as raison, oui et non. Oui et non, parce que tu as quand même besoin d'un certain mainstream pour fonctionner. Tu ne peux pas fonctionner en circuit fermé en réalité. Tu vois? Tu peux avoir ton économie, mais tu es obligé de fonctionner avec les mecs en face. Mais le truc, c'est de parler d'égal à égal. Et en même temps, Non, mais tu parles d'égal à égal. C'est ça c'est là où il faut arriver. C'est qu'on parle d'égal à égal. C'est-à-dire que moi j'ai mon business, t'as ton business, viens on travaille ensemble. Je suis pas ton, tu vois, je suis pas ton boy, je suis pas le mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'intérêt. Ce que font aujourd'hui des PNL, des Nino dans la exactement. nouvelle génération. Ben c'est ça. Ben, la nouvelle génération, oui. Mais, Ou un Joule. Bah oui, mais c'est ça qui est justement qui est efficace. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais les mecs, vous avez pas fait. Oui, mais les gars, nous on a fait le premier. On est tombé, on s'est a cassé blessé, la porte. on a coupé une tête, il y en a un, il a perdu sa tête, l'autre a perdu sa jambe. Vous avez fait l'autre, il s'est le fait Red tirer Wedding, dessus. le mariage rouge. Ben ouais, voilà, exactement. Et donc, les gamins, derrière, ils voient ce qui s'est passé, donc ils peuvent arranger un peu le business, ils peuvent arranger l'histoire à leur guise. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait des mecs qui essuient les plâtres avant, sinon ça fonctionne pas, tu vois? Quel walk? pareil. D'accord. Je sais pas s'il faut forcément montrer patte blanche. Je suis pas sûr. Aujourd'hui, on est avec Lacoste. En tout cas, pas forcément moi, mais Arsenic est avec Lacoste. Si, toi et je suis pas aussi, sûr que. Ouais, c'est vrai. Sociologue en coupable. Lacoste, il faut le noter. Mais en tout cas, je suis pas sûr que Arsenic ait montré patte blanche. Et en fait, ils sont juste devenus incontournables. Et ils travaillent avec Lacoste. Et tu citais ouais, Joule j'ai mal. Joule et PNL. Ils Joule ont et PNL. galéré. Hein, Ouais, bien sûr. En effet, Ça a mis du temps. C'est bien sûr. Bien sûr. Et Joule et PNL, C'était pas facile. Joule et PNL, ils sont devenus incontournables. Là non plus, ils n'ont pas montré patte blanche. Ils ont d'ailleurs inventé quelque chose qui n'existait même pas dans le rap. Chacun à leur manière, on le reconnaîtra.
Et aujourd'hui, ils sont plus que dominants, ils sont hégémoniques, ils ont inventé quelque chose et tout le monde a envie de travailler avec eux, etc. etc. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ce qui se passe entre Arsenic et Lacoste? Bah, on peut pas prédire l'avenir et l'histoire est pas forcément finie, mais en tout cas, la boucle est bouclée entre guillemets. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que Lacoste fasse appel à Lino et Calbo, et surtout que Lino et Calbo acceptent en quelque sorte. Il pourrait refuser, il pourrait crier haut et fort et comment dire, parler de récupération, etc., etc. Mais non, ils le font, et je pense que c'est parce que, à mon avis, de ce que j'en ai compris, l'histoire entre Lacoste et le rap français, entre Lacoste et Arsenic, elle est un peu plus complexe que juste une histoire d'amour à sens unique. La façon dont on a parlé d'Arsenic, il y a eu deux façons. Il y a eu le côté succès éclair dans la lignée du secteur A quand vous avez commencé à vendre. Et donc les médias mainstream parlaient que des ventes ou des choses comme ça. Mais il y avait le côté performance qui mettait des claques à l'époque aux fans de rap. C'était Arsenic, ils viennent, ils découpent, première classe, ça découpe, toutes les apparitions, ça découpe. Comment vous expliquez que justement la performance n'a jamais été prise en compte dans la façon dont on parle de cet art, en fait? À l'époque, plus. Peut-être à l'époque, plus. Parce que c'était vraiment... Même maintenant. Maintenant, je ne sais pas si ça vraiment on parle de performance. Parce qu'ils s'en foutent. Ouais. En fait, c'est pas... À l'époque, je pense qu'il fallait être performant pour... Et puis, il faut le comprendre aussi. C'était un gars, justement pour faire son chemin et son trou dans le rap de l'époque, il fallait être performeur, quoi. Il y a un pic sous-jacent dans ce que Lino dit, il faut le comprendre. C'est-à-dire que quand il y a des mecs claqués, on dit ils sont trop forts. Oui, parce qu'il faut le comprendre. Mais oui, il faut le comprendre. C'est pas, je le dis comme ça, mais en vérité, t'as des mecs, ils le comprennent même pas. Tu te rappelles ce qu'on C'est-à-dire, il faut disait comprendre la bonne rime, il faut comprendre le truc, la Tu te rappelles ce qu'on punchline. disait Parce que c'est une punchline, parce que, attends, je te coupe, C'est excuse-moi. super intéressant, il faut le redire. Je te ça. coupe, excuse-moi, parce qu'il y a beaucoup de mecs, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de punchline. Mais les mecs, ils savent pas ce que c'est qu'une punchline. C'est-à-dire, je vois, moi, des fois, les mecs, ils disent, ah, l'autre, il a fait une punchline, ils disent une phrase. Je suis allé chercher des chaussures. Et j'ai fait un trou dedans. Punchline. Non, Non. c'est pas ça. Une punchline, c'est quelque chose qui va rester, tu vois, dans le temps. Aujourd'hui, les punchlines, tu vois ce que je veux dire? Quand tu écoutes un morceau comme Retour aux pyramides des X-Men, et il y a à manger, il y a à boire et à manger. Oui, ouais. Ça reste. Ah bah oui. Tu comprends? Là, il y a de la punchline. Il ne va pas me dire un mec qui a dit... Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour ça, il faudrait le comprendre. Et c'est pas évident. T'as des mecs qui ne le comprennent pas. Et même aujourd'hui, dans ce côté de la performance, et de ce que c'est une punchline, pas une punchline, il y a même les rimes interdites. Ouais. Des gens qu'on trouve forts. Toi, tu as vu une théorie là-dessus, sur les rimes interdites. Oui, bien sûr. Oui, Tu peux y aller, on est entre nous. Non, bah oui, mais là, tu veux m'emmener dans des sphères. Moi, Allons-y. J'ai pas envie de problème. Ah ouais. On m'a dit non, faut. Vous avez qu'un des plus grands rimeurs français, faut être on peut y sérieux. aller. Parlons de rimes. Non, mais moi, je pense qu'il faut aller loin. Je pense que c'est comme l'art, en vérité. L'art, il faut pousser l'art. C'est le fait d'un artiste, c'est d'aller loin. C'est-à-dire, si tu es un artiste tiède, ça ne sert à rien. Il faut aller loin. C'est comme la rime de Nas quand il dit je suis comme Scarface sniffant de la cocaïne, tu vois, c'est ça le truc. Je dirais fumer du crack avec Whitney, mais tu vois, tu lances le truc, mais faut pas prendre ça littéralement, tu vois, c'est juste pour choquer, c'est ça qu'on fait, on choque. On choque, il faut qu'il y ait une réaction quand je rappe. Si quand je rappe, il n'y a aucune réaction, j'en ai à foutre, c'est nul. Moi, si j'écoute un artiste et qu'il n'y a aucune réaction quand je l'écoute, je m'en fous, en fait. Ça glisse sur moi. C'est comme si je regardais une toile, comme si j'écoute un morceau, je m'en fous. Il faut qu'il y ait une réaction, donc c'est ça qu'on fait, en fait. C'est ça, la punchline. À part Calbo, ton partenaire de rime préféré, c'est qui? Tu vas me répondre Booba? Bah oui, Booba, Ah ouais. oui, ça, je le dis assez souvent. C'est un des rimeurs hors pair qu'on a en France. C'est un des meilleurs. Il a sorti des punchlines de malade. À chaque fois qu'on me pose des questions, je peux en balancer plein de Booba. Mais oui, il y en a plein. Mais Est-ce que quand Booba te propose un feat, je reviens par exemple sur Temps mort 2.0, est-ce que dans ta tête, tu repars d'une feuille blanche ou tu vas stocker dans tes trucs non, que j'ai tu aimes jamais bien été droite à comme gauche? ça, moi. Non, en général, je stresse pas, moi. Au contraire.
C'est l'inverse que ça me fait, moi. Quand je rappe avec un mec que je kiffe, non, je kiffe. J'ai envie d'entendre ce qu'il va faire, en fait. Et un Rof, l'œil du tigre, Pareil, pareil. pareil, c'est ce qu'on a fait, on a kiffé. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que souvent, tu as les gens qui viennent te voir, ouais, mais qui a gagné le match? C'est pas un match. Ah, lui, il a tué. Ah, il a tué. Tu je kiffe, moi. Moi, si je vois un Nas, Jay-Z, je suis comme un dingue. Je dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas qui a tué qui. C'est pas un truc de gladiateur de merde, j'en ai rien à foutre, moi. On n'y échappera jamais à ça. Non, oui, c'est vrai, mais Le c'est public- stupide pour le moi. C'est public, stupide il- pour moi. Moi, personnellement, mais après, c'est peut-être spécifique à moi, hein, je dis la vérité. Hein. C'est peut-être spécifique à moi, je stresse pas. Moi, je suis l'un des rares, peut-être il doit y avoir moi ou le Raluciano. On est peut-être les rares mecs qui ont rappé avec la majorité du rap en France. Moi, j'ai dû rapper avec les meilleurs rappeurs français. Sans déconner, hein, c'est même pas un truc. Là, tu me regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec, il est fou. Non, bah non, je Mais- t'écoute, frère. Mais non, vraiment, j'ai rappé avec la majorité des meilleurs rappeurs français, les meilleures gâchettes en France. Tu veux que je te Mais sans raconte- pression, il y a du Cool Chain, Tu vois, il y a le sans du pression de Akhenaton. Lino. Le sans pression de Lino, si je voulais que je te raconte un peu, pour que tout le monde voit un peu, c'est le gars qui va arriver en studio. On est là, on va écrire, là, tu vois, les duos souvent s'écrivaient en direct en studio. Il va être là, vous allez vous prendre la tête à écrire des morceaux, mais lui, il va parler d'autre chose. On va dire, mais à quel moment il écrit? On ne sait pas. Et les heures passent. On peut arriver à 4 h du matin, il n'a toujours pas écrit. Et toi, tu es là, tu t'es pris sur la feuille, il va te parler, oui, la guerre en Ukraine, le truc. Et dès qu'on va dire, ouais, il reste qu'une heure, il va aller derrière le Donc micro. ça veut dire qu'ils sont en studio en ce moment pour un 3e album. Non. Et là, il va aller derrière le micro, il va te poser un truc de fou. C'est donc ce non-stress qui te parle, c'est un peu ça. Dans le non-stress, moi je connais la version de la personne qui a organisé ce featuring. Racontez-moi comment ça s'est fait le premier feat avec Lunatic pour la mixtape de Jean-Pierre Sexandon. Parce que je crois que ça s'est fait en un après-midi. Un coup de fil. Oui, non, mais en fait, c'est sûr, on a toujours. C'est vrai que quand on est extérieur à ça, on dit, ah putain, légendaire, les mecs ils ont fait le truc. Mais c'est toujours assez simple en vérité. Et je vais te dire la vérité, c'est même plus spécifique à nos générations en vérité. Parce que les mecs de nos générations, ils avaient tendance à travailler, mais très facilement en vérité. Il n'y avait pas un truc de. Alors que les mecs, ils étaient big ou quoi que ce soit. Quand je te disais tout à l'heure que j'ai bossé avec énormément de mecs, mais c'était toujours sans pression. J'ai jamais galéré, tu vois, pour travailler avec des artistes. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Tu vois qu'à l'époque, il y avait des compilations, une compilation comme... Au style, première non. classe. Première classe. Première classe, ça serait très compliqué à faire aujourd'hui. Parce qu'ils seraient pas ensemble. Et parce qu'il y aurait des mecs qui diront, ouais, mais lui, j'ai pas envie de rapper avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait plus compliqué à mon Lui, avis, il fait à ce moment-là. combien de vues? Lui, il fait combien de vues? Je lui prête mes vues. Alors qu'à l'époque, c'était très Je le simple reposte. de travailler avec des mecs. Avec des mecs qui faisaient des ventes de ouf, mais il y avait toujours ce truc, il n'y avait aucun problème de bosser ensemble. Paco, là par exemple, c'est Lacoste qui restaure son histoire avec Arsenic et qui resserre les liens historiques qui devaient avoir lieu. Toi, tu travailles dans la recherche. On est en 2023. Est-ce que la recherche commence vraiment à s'intéresser au hip-hop? Oui, clairement. Je fais partie de la 2e ou 3e génération des chercheurs, en tout cas en France. Aux États-Unis, comme d'habitude, sur la question rap, il y a évidemment beaucoup d'avance. Les French Hip Hop Studies, comme on dit, ou les sciences sociales qui s'intéressent au rap, je fais partie de la 3e génération. Et la première génération, ce qui est intéressant, c'est que c'est des précurseurs, c'est des pionniers, mais c'est des gens qui passaient uniquement par la focale banlieue pour s'intéresser au rap et qui, sans le faire attention, ne considéraient pas le fait que c'était une pratique artistique. Et depuis une On quinzaine disait quoi, d'années... ils occultaient la performance. Oui, exactement. Et voilà, il y avait une curiosité de quelque chose qui est inconnu, mais ils s'intéressaient plutôt au fait que ça vienne de banlieue, que ce soit autre, qu'il y ait une altérité, postcoloniale ou pas, mais en tout cas que ça vienne d'autre part. Non, postcolonial, clairement. Oui, clairement. Clairement. Mais non, c'est pas les termes. Ouais, c'est pas. Il y a tout, ouais. Et voilà, depuis une dizaine, quinzaine d'années, les chercheurs s'intéressent vraiment à la question du rap comme un art, mais aussi, et c'est mon sujet, du rap comme étant un genre musical au sein d'une industrie, d'un capitalisme, etc., etc. Mais il y a des gens qui s'intéressent à l'esthétique du rap, en musicologie, etc., Et est-ce que maintenant, t'as quel âge? Moi, je suis de 95, j'ai 27 ans. T'as 27 ans, donc est-ce que maintenant,
quand tu dis, voilà, moi je travaille sur le hip-hop, les autres personnes du milieu de la recherche Ouais. commencent à te regarder normalement ou ils te prennent pour un... J'ai de la chance et je remercie mes aînés, comme les rappeurs doivent remercier leurs aînés. Il y en a qui ont essuyé les plâtres. Les premiers qui ont fait leur thèse sur le rap, déjà, ils n'avaient pas de directeur qui était qualifié sur la question. Donc, ils avaient des directeurs qui étaient spécialistes du jazz ou d'autres musiques. Alors, certes, il y a des similarités, mais c'est quand même mieux. Aujourd'hui, quand on arrive avec un sujet sur le rap et qu'on est un peu plus solide sur ses appuis, et j'ai de la chance par rapport aux autres genres musicaux, je jouis un peu quand même d'une forme de légitimité. Et les autres chercheurs reconnaissent le fait que le rap est un fait de société et qu'en France, ça raconte beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je m'estime heureux. Ouais. Et s'il y a des gens dans le public qui veulent lire ton travail ou savoir comment... Il y a des gens qui font oui, ça m'intéresse. Pour l'instant, j'ai sorti uniquement un seul article dit scientifique dans une revue en peer reviewing, comme on dit, sur la question de l'indépendance, notamment. Et on peut le lire où? C'est gratuitement en ligne. C'est une revue qui s'appelle les enjeux de l'information-communication. Okay. Et voilà, il suffit de googler. Sinon, voilà, je m'appelle Paco Garcia et je suis à l'université Sorbonne Paris-Nord. Voilà, s'il y a des gens ici qui ont Google, vous pouvez lire son article. Voilà. Merci beaucoup, Paco. À venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On applaudit Paco. Merci. Merci. Salut les gars, merci beaucoup. Ça vous fait quoi maintenant de voir des sociologues issus? Parce qu'à l'époque, les sociologues, quand ils venaient vous voir, c'était autre chose. Ouais, mais on n'a vraiment jamais cherché ce truc-là. Il faut avoir conscience. C'est très important. L'important, c'est de comprendre ton environnement, où tu es. J'ai pas besoin que des sociologues ils viennent faire le truc. S'ils viennent, c'est cool. Moi, il m'est arrivé de faire... j'ai fait des trucs à l'école normale sup et tout. Je suis allé faire des trucs, j'ai parlé à des mecs. Mais jamais de la vie. Ma mère, quand elle entendait ça, elle disait « Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, ce mec ?» Il sait pas lire, lui. Non, je blague, j'exagère. Mais non, parce que j'ai pas fait des études de malade. Mais c'est vrai qu'avec l'écriture, avec le rap, je me suis élevé quelque part. J'allais dire dans la société, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais effectivement, moi, j'ai des gens qui m'ont dit dans telle université, il y a des gens là, ils étudient tel texte et tout. Et pour moi, c'est un truc de malade parce que j'ai pas un cursus scolaire de fou. J'aimerais qu'on parle, avant de se quitter, d'un morceau hyper émouvant d'Arsenic qui Regarde le monde. Il y a deux morceaux pour moi qui sont les plus beaux sur la parentalité dans le rap. Il y a Petite fille Booba et Regarde le monde. Aujourd'hui, vos enfants, tous les deux, vous leur dites, voilà, un jour tu vas écouter ce morceau. Un jour tu vas comprendre que le monde est dur. Un jour tu vas comprendre la vérité en face. C'est pas une déclaration niaise de « je suis parent ». Même quand on voit le clip, c'est des gens de votre génération qui viennent avec leurs enfants regarder des images d'actualité très dures. Dur, hein, très dur. Ouais. C'est un morceau hardcore en réalité, Regarde le monde. Aujourd'hui, vos enfants... On y est. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter On est en plein dedans. Quel monde ils regardent? Mais on a une chance quand même, Lino, c'est que nos deux enfants qui sont dans le clip, justement, Regardent le monde, donc Eden et Marina, la fille de Lino et mon fils, donc tu vois, ils sont bébés dans le clip avec nous. Et ben ils ont bien réussi quand même, donc malgré ce... Et donc je pense, je sais pas si c'est nous les parents qui... Bon, c'est sûr aussi. C'est sûr aussi. Je ne vais pas m'attribuer tout le monde. C'est quand même. On est modeste, mais si ça peut répondre, c'est vrai que dans le clip, on leur montrait des images quand même dures, comme tu dis, c'était assez hardcore. Pourtant, le morceau était posé, et c'était une réalité de la vie qu'on leur montrait, en leur disant que voilà. Et aujourd'hui, si tu prends dans la vie réelle, c'est ce qui s'est passé. Nos enfants se sont bien sortis, malgré la dureté de la vie, quoi. Toi, ton fils, il a fait des études plutôt scientifiques, c'est ça? Médecine. Médecine, ouais. Donc, il est en 3e année de médecine. Et la fille de Lino aussi, ils en sort bien, elle est dans quoi, non? Ouais, en psychologie. Et donc, c'est Comme deux enfants. La psychologie. Donc, c'est deux enfants qui étaient là tout bébé, 1 an, mais aujourd'hui. Oui, mais oui, il y a. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas tout maîtriser. Les gamins, c'est très complexe. On ne peut pas avoir la maîtrise totale. Je ne peux pas dire, oui, je vais inculquer ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Tu peux inculquer des choses et ça peut aussi faire l'inverse, tu vois. Mais il y a aussi l'exemple. Alors, l'exemple, il était... Après, je ne suis pas seul, il y a sa mère aussi. Sa mère, bien sûr. Les mères ont joué un grand rôle, même, d'ailleurs. Mais l'exemple, il était dans le fait de l'exigence,
Et le dans respect la aussi. création, parce qu'elle écrit aussi, tu vois, elle écrit des petites nouvelles, je pense qu'elle a écrit des trucs. Et après, moi, j'ai une pudeur là-dessus, c'est-à-dire je veux pas mettre ma tête dedans, laisse-moi lire quand tu es prêt à me faire lire, ou tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est Akhenaton qui disait ça aussi, il disait que il n'écoutait pas les morceaux de son fils, sauf s'il lui laissait, tu vois, si son fils vient lui dire, tiens, écoute, il va le faire, mais lui, il veut pas aller le faire, tu vois. Et moi, c'est un peu ça. Je sais qu'elle écrit un peu, mais je lui dis pas, ouais, vas-y, fais-moi lire ton truc, tu vois. Je laisse faire. Maintenant, si tu veux me faire lire, mais je sais qu'elle a ce truc-là. Quoi. Et est-ce que tu attends toujours ton gendre avec un calibre? Toujours. Je suis prêt. Ce que tu dis dans le morceau. Ouais, je suis prêt, je suis toujours prêt, t'inquiète pas. Là, c'est dur, hein. Avoir sa fille, c'est dur. Ouais, je pense à ça. J'ai une fille de 7 ans aujourd'hui. Donc je peux te dire que oui, je vais l'attendre. Moi. Je vais me faire un tour de périph' avec lui. Je lui expliquer 2-3 trucs. Le monde dans lequel ils sont, est-ce qu'il est plus difficile que celui dans lequel vous avez grandi? Je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas, parce qu'on n'a pas le recul. C'est-à-dire, là, on est assis là, on te dit ça, mais le ressenti, il est différent. C'est des mondes très différents aujourd'hui. Mais je pense que oui, moi. Ouais, mais je sais pas. Plus dur dans le sens, peut-être, après tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est comme si nous, on avait plus de liberté, moins d'Internet, moins de toutes ces saletés qu'on peut voir à la télé, tu vois. On n'avait pas tout ça. Ils sont trempés dedans. Les enfants de 5 ans peuvent te prendre ton téléphone et t'apprendre des choses dedans, alors que toi, tu vois, il y a des trucs, ils sont dedans. Et donc, Dieu sait ce qu'il y a dans nos smartphones, tu vois. Et même dans ton YouTube, smartphone. dans tous les smartphones. C'est toi, ton smartphone n'est pas clair, c'est pas le cas du mien. Non, tout le monde. Mon smartphone est clair. Non, mais il a mis Dieu dans son histoire. Dieu sait ce qu'il y a. Dieu sait. Il a mis Dieu. Et maintenant, tu sais, il y a tellement de pas conneries sûr. dedans et tu as peur des trucs, de tout. Et c'est pour ça que, justement, nous, on n'avait pas tout ça, en fait. Eux, ils vivent au milieu des choses que nous, on ne vivait pas au milieu de tout ça. Ouais, mais ouais. Des grandes balades, des champs de maïs, des cerises, beaucoup de mais il n'y sport avait pas que dehors. ça. Il n'y avait pas que ça, c'est Ouais, vrai. C'était compliqué Mais aussi. il y avait hein. beaucoup de ça. Tu pouvais pas prendre le RER sans te battre avec un mec qui venait du je sais pas d'où. Non, c'était pas simple. C'était pas Mais lui, il aimait bien, apparemment. Ouais, il a kiffé, lui. Il fait ça, lui. Non, c'était pas simple. On n'a pas grandi, c'était pas Je pense simple. pas que le RER s'est arrangé, non? Non, mais c'était pas pareil. Mais c'est vrai que les violences sont différentes. Nous, c'était peut-être plus des violences physiques. Voilà. Aujourd'hui, on est plus dans le psychologique ou dans des trucs comme ça. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui sont dépressifs, beaucoup d'enfants, tu vois, qui ont des maladies mentales ou des trucs. C'est différent. Nous, on était plus dans la violence physique, en fait. Mais... ou peut-être qu'on était dépressif aussi à l'époque, mais on ne le savait pas. On ne le savait pas. Non, mais- J'ai pas osé le dire parce que j'ai écouté tes textes. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je J'avoue. pense qu'il y a aussi moins de morts brutales dans les quartiers J'avoue. qu'aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai, le monde est, pour moi, il est un peu plus dur. Mais puis c'est à nous de forger nos enfants, justement, pour l'affronter, quoi. J'aimerais qu'on termine sur la transmission. Et je voudrais boucler avec un sujet, c'est que on parle beaucoup des featuring franco-américains. Il y en a un qu'on oublie, c'est 6e Chaudron, Reza et Arsenic. Ah, je parlais de ça avec... tu me dis ça, je parlais de ça avec Al Capote. En tout cas, il vous a respecté dessus. Mais c'était un morceau de malade. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter ça? Parce qu'après, je sais où vous voyez que je vais aller, mais racontez-moi ça. Non, mais c'était un truc de fou, parce que nous, on est fans de Wu-Tang, de malade. Et Reza, c'est l'architecte du truc. Tu vois, c'est l'architecte. Donc, quand t'as l'architecte, c'est énorme. Et il est venu, mais il a pas fait le malin, tu vois. Il est venu, il a respecté, tu vois. Bah, tu le vois dans le morceau. Il est généreux dans le morceau, tu vois. Ça, Déjà, il a fait 2 couplets. Ça, c'est vraiment fait. Comment on fait un feat? On peut faire un feat avec un Français, c'est-à-dire demander, ouais, c'est quoi le nom de votre quartier? Comment on dit votre nom? Arsenic, secteur A. Ok, on lui apprenait comment dire les mots. Il est parti dans sa cabine, il a mis son masque de Bobby Digital, il a commencé à courir dans la cabine comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et on le regardait comme ça. Et après, il s'est arrêté au micro et il a bousillé le truc. quand même. J'aime bien ce qu'il va dire Lino, on ne comprenait pas, mais... Je vois un mec courir dans la cabine, je dis qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis à poser, il a tué le truc. Et le truc qui était marrant, c'est qu'après, il est sorti de la cabine, il a dit à l'ingénieur du son, pousse-toi. Il a lui-même géré ses voix, après il a dit c'est bon, tu touches plus à rien. C'est la dernière question. Il y a eu le livre de Calbo,
Est-ce que ça pourrait donner une série autour d'Arsenic? On a parlé à un moment d'un film Secteur A, je sais que Passy encore, travaillait C'est dessus. lui qui veut le faire. Pas encore, mais, non, mais pas encore. Sur Arsenic, je sais pas, mais sur Secteur A, ça peut se faire. Ouais. Ça peut se faire. Mais il y a eu beaucoup d'approches déjà. On a discuté avec beaucoup de. Il y a beaucoup de gars. Déjà, il y avait un documentaire qui devait se faire. Peut-être le documentaire va se faire. Et effectivement, une série, ça serait intéressant. Je pense que ça va se faire, ça devrait se faire. Bon, on se revoit pour le 3e album. Voilà. Claire, 2023 Claire, ou Claire. Voilà. fin de l'année ou En Lacoste. Claire. non Et voilà. une date? Non, parce que j'ai un agenda, faut que je prenne un petit rendez-vous. 2023, c'est T'inquiète, pas- ça 2023, c'est l'album d'Elino. Ah, une info. Oui, il y a mon album qui va arriver. Avant la fin de l'année. Oui, normalement. Attention, ça passe quand l'émission? Je suis même- Non, bientôt. Mon album, il arrive bientôt. Il y a un titre J'ai bientôt fini. un titre d'album? Non, je ne vais pas te donner le Il titre. a déjà le titre. Je pense que je vais Oui, envoyer j'ai un déjà, EP, mais je ne vais pas te le donner. un EP derrière, peut-être un autre bouquin, maintenant que je suis chaud. Quand tu écris un autre J'ai la bouquin, plume, mais je il te est jure, fou, je lui, suis qu'est-ce chaud. que ça, Victor Hugo. Victor Hugo. Je suis chaud, je suis chaud. J'ai vu, regardé en bouquins. fait. Non, mais là, attends, il faut que je dise aussi un truc qui est très important, parce que on parle de bouquins, tout ça. On a tendance à dire des trucs comme ça, mais c'est très important, la culture pour les gamins. Et il faut vraiment qu'on passe à un autre stade de notre vision de la culture. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gosses aujourd'hui comprennent que avoir un vocabulaire, un langage soutenu, une culture, c'est très important. Ça, il faut vraiment, c'est pas une blague, hein, là, je suis pas en train de Ah faire non. le malin. Nous, on C'est milite très pour ça à important. chaque contenu. Donc, C'est très important, ça, il faut vraiment le dire. Il faut rendre sexy l'intelligence. C'est très important. Et là, je sais pas, je fais Ouais. pas le truc. il faut rendre sexy l'intelligence. Mais Lino vraiment. vient de donner la définition de Vraiment. clic. Voilà. Il faut que ça soit un truc. On applaudit. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi.